débunker ce mythe, c'est super important. Parce que ça veut dire que si tu es une personne qui a pas de souvenirs ou peu de souvenirs, tu peux entamer ton chemin vers la régulation et tu peux guérir pleinement. Il n'y a pas besoin d'attendre un miracle de mémoire pour commencer ce travail. On travaille avec ce qui est accessible aujourd'hui et on a confiance que notre système nous présentera ce qu'on peut gérer petit bout par petit bout. Et je te demande de me croire ici, quand on fait ce travail correctement, c'est ce qui se passe. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Disons que c'est un épisode durant lequel on va s'amuser. Parce que c'est toujours marrant de dire « c'est pas vrai ». Ça vient activer un peu nos parts de contradiction. Et surtout, je l'espère, ça va activer ton esprit critique. C'est très important. Parce que ça va être passionnant et très sérieux à la fois, comme toujours dans le podcast. Parce que c'est vrai que c'est une vraie question, ça. Je me demande souvent comment traiter de ces sujets autour des traumatismes sans que ça devienne trop lourd et qu'on ait juste envie de se jeter dans la Seine, en fait. Donc je crois que garder l'humour, c'est important et raconter des histoires, c'est important aussi parce que nous, les humains, on sait qu'on retient grâce aux histoires. Voilà pourquoi je raconte ma vie sur le podcast. Pas que pour le plaisir de raconter ma vie, mais aussi parce que c'est vraiment important, on intègre grâce aux histoires. Donc, let's go! J'ai voulu faire cet épisode parce que le trauma et le système nerveux sont devenus des sujets de plus en plus abordés et c'est vraiment trop bien parce qu'on en a besoin. Mais comme toujours, quand quelque chose devient plus mainstream, plus courant, on entend tout et son contraire. Parfois, on entend tout et n'importe quoi aussi. Et puis aussi, ce travail, il est relativement nouveau. Et ça, faut pas l'oublier, dans le sens où on n'a pas de faculté sur le trauma, on n'a pas de curriculum universitaire comme il y en a pour la médecine, par exemple. Peter Levine, il a commencé il y a 40 ans, ce travail-là, et la chose la plus officielle qu'on ait aujourd'hui, c'est la formation qui dure 3 ans, que lui a créée, qui s'appelle la Somatic Experiencing, qui est la modalité qu'il a créée. Tout le reste, ce sont des programmes créés par des personnes tout à fait compétentes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien d'officiel encore, au niveau national, par exemple. Donc les étudiants en médecine, on sait qu'ils entendent quasiment pas les mots traumatisme, nutrition, émotion pendant leurs études, donc on est encore loin d'avoir quelque chose d'officiel, de structuré, de solide. Mais moi, je rêve qu'un jour, on puisse faire un master en travail somatique, par exemple. Ça viendra, ça viendra. Il y a un moment de ça, une personne que je connaissais de loin, avait sorti un programme qu'elle avait intitulé You Don't Fuck with Trauma. On ne plaisante pas avec le trauma. Et le nom de son programme est tout à fait vrai. Ça m'a fait penser à ça quand j'ai préparé cet épisode. Pourquoi on plaisante pas avec le trauma? Même si il faut garder de l'humour dans l'éducation sur le trauma parce que c'est une ressource, l'humour. Mais on ne plaisante pas avec le trauma parce que on travaille avec des systèmes nerveux qui sont déjà fragilisés. Et donc, la mésinformation ou juste l'absence d'information parce qu'on n'a pas conscience qu'on est en train de travailler avec une catégorie bien particulière de système nerveux est d'autant plus problématique. Parce qu'un système déjà fragile, il peut être retraumatisé plus facilement. C'est comme ma belle tasse en céramique que j'ai mise au lave-vaisselle, et c'est une histoire vraie, et la anse s'est cassée. Et je l'aime trop cette tasse. Donc, je l'ai recollée, mais elle est bien plus fragile. Et maintenant, elle peut plus passer au lave-vaisselle. Ce serait trop pour elle. Et oui, je suis quelqu'un qui met la céramique au lave-vaisselle, je mets aussi l'argent au lave-vaisselle. Les choses sont faites pour être utilisées parce que sinon ça reste au placard. Et il vous arrive comme il est arrivé à une vieille cousine à moi, tu les sors une fois dans l'année et là, ça te tombe des mains et tu les casses et tu ne les as jamais utilisées. Donc ne me jetez pas des cailloux, je mets la céramique et l'argent au lave-vaisselle. Bref, je clôt le sujet de la céramique et du lave-vaisselle. Vous avez compris ma métaphore de la tasse, ok? Ça serait trop pour elle maintenant de passer au lave-vaisselle parce qu'il y a eu ce trauma, elle est plus fragile. Donc, un système traumatisé ne peut pas revivre ce qu'il a vécu sous peine d'être encore plus fragilisé.
Or, c'est ce qu'on fait quand on fait raconter quelque chose à quelqu'un sans prendre de précautions, sans connaître la notion de ressources, sans traquer le système nerveux de la personne pendant le récit. C'est ce qu'on fait quand on envoie des personnes sans information dans des pratiques cathartiques, que ce soit les plantes, que ce soit le breathwork, ou même certaines pratiques sportives, très intenses comme on en voit maintenant, les ultra-trails, les Ironman, etc. Je ne critique pas ces pratiques en soi. Ce que je dis ici, c'est que pour un système traumatisé, elles sont la plupart du temps délétères. En tout cas, si le cadre n'est pas posé de façon super sécurisante. Donc plongeons dans les mythes autour du trauma et je vais essayer de les débunker ici, on va démystifier tout ça. Et je vais le faire en me fondant sur des connaissances solides et les plus récentes possibles. Et il se peut que cet épisode soit obsolète dans quelques années parce qu'on aura des éléments nouveaux. Voilà, on est dans un domaine qui évolue très vite avec toutes les connaissances sur le cerveau, le corps humain. Mais pour le moment, en tout cas, ce que je vais transmettre, c'est ce qu'on sait pour le moment et ce sont les éléments de ce qu'on appelle la nouvelle traumatologie. C'est-à-dire que c'est pas la traumatologie au sens classique du terme, quand je me suis cassé la jambe ou j'ai un accident quelconque qui laisse des séquelles physiques, des lésions, des fractures, etc. Je vais en traumatologie. Non, c'est pas ça. Là, on parle du trauma comme blessure psychologique, émotionnelle, qui a ensuite des conséquences au niveau aussi physique, bien sûr. Si tu m'écoutes, tu le sais probablement, peut-être que tu le vis. On sait maintenant que la plupart des maladies chroniques, et tout particulièrement les maladies qui impliquent les systèmes digestifs, immunitaires, sont en lien avec le trauma. Un des pontes sur ce sujet, une personne qui a véritablement commencé à parler de ça avant tout le monde, c'est le docteur Robert Scare. Ok, on démarre. Roulement de tambour, je mets fin au suspense. Quels sont les mythes qu'on va aborder dans cet épisode ? Mythe numéro 1, il faut se sentir en sécurité et prêt ou prête pour commencer à guérir. Mythe numéro 2, il n'y a pas besoin de théorie pour aller vers la régulation pour faire ce travail. Mythe numéro 3, le trauma est uniquement un problème psychologique. Mythe numéro 4, la thérapie par la parole suffit pour guérir le trauma. Mythe numéro 5, le temps guérit toutes les blessures. Mythe numéro 6, on a besoin de trembler pour relâcher ses traumas. Mythe numéro 7, on guérit en relation et uniquement en relation. Mythe numéro 8, je perds le compte avec mes mains si vous me regardez en vidéo. Il faut se rappeler de tout pour pouvoir guérir. Mythe numéro 9, tout ce dont on a besoin pour guérir, c'est de développer l'amour de soi. Donc pour chaque mythe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir pourquoi est-ce qu'il paraît intuitif et donc du coup, il persiste comme mythe, parce qu'un mythe, ça ne devient pas un mythe pour rien. Et puis on verra quelle est la réalité selon les experts, selon encore une fois les connaissances qu'on a aujourd'hui, et ce que ça implique concrètement pour les personnes qui sont sur leur chemin de guérison, qui sont sur leur chemin vers la régulation du système nerveux autonome. Mythe numéro 1, il faut se sentir en sécurité et prête pour commencer à guérir. Pourquoi ce mythe persiste ? Ça semble logique de penser que on peut entamer un travail de guérison que si on se sent d'abord en sécurité. Et ce mythe-là, c'est pas facile parce que c'est en partie vrai. C'est-à-dire que c'est vrai une fois qu'on a commencé. Je m'explique. Dans le travail somatique, avec le système nerveux autonome, on insiste souvent sur l'importance de la stabilité avant d'aborder un trauma, pour éviter justement une retraumatisation. J'ai dit les systèmes nerveux traumatisés, ils sont plus fragiles. Donc c'est ce qu'on va apprendre à faire, et puis c'est une des premières choses qu'on fait dans le programme Arise, par exemple. On va d'abord identifier nos ressources, créer un cadre sécurisant avant d'aller dans un récit de quelque chose qui était traumatique pour nous, de quelque chose qui nous faisait arriver. Et ça, c'est essentiel. Mais ça, c'est une fois qu'on a pris la décision de commencer, une fois que je suis en train de faire le travail somatique. Si on attend de se sentir complètement en sécurité pour passer la porte du thérapeute ou commencer un programme qui pourrait nous aider, on commencera jamais. Surtout que ici, il y a plein de personnes à qui ça va pas plaire, j'aimerais pouvoir dire autre chose, mais la vérité c'est ça, que ce sentiment solide d'être en sécurité dans le monde, en sécurité avec soi-même, en sécurité avec les autres, souvent c'est une des dernières choses qui vient sur le chemin de guérison. Avant ça, il y a plein d'autres choses à reconstruire. Donc en pratique, attendre un état de sécurité intérieure parfait pour commencer à guérir, qu'est-ce que ça risque de faire ? Ça risque de reporter indéfiniment le processus. Et les experts en neurobiologie du trauma, ils expliquent que le sentiment de sécurité interne, il est souvent inexistant au début quand on commence. Et c'est précisément le travail thérapeutique, le travail sur notre système nerveux, avec nos traumatismes, qui va permettre de développer progressivement ce sentiment de sécurité.
Et Irene Lyon, qui est une de mes mentors, elle en parle très bien. Elle dit qu'il faut pas essayer de tout rendre safe, sûr autour de soi, mais plutôt d'apprendre à tolérer une certaine insécurité intérieure et puis avancer avec elle. En d'autres termes, on peut commencer à guérir avant de se sentir pleinement prêt. Et c'est en démarrant le travail somatique avec le système nerveux que peu à peu, on va créer ce sentiment de sécurité. Bien sûr, il ne faut pas se mettre en danger, c'est-à-dire qu'on veut une sécurité externe, on va dire minimale ou de base, c'est-à-dire un environnement qui est pas abusif, un thérapeute de confiance, tout ça c'est important pour commencer, OK? Mais, à l'intérieur de nous, c'est fréquent et c'est normal, je dirais, ça fait partie de l'expérience de sentir de la peur, de sentir de la résistance au début et ça empêche pas de commencer à guérir et de commencer à avoir des évolutions. Et ça, c'est confirmé par les neurosciences. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui que activer notre réponse de stress d'une façon qui va challenger notre système, mais sans le submerger, c'est toujours ce bon équilibre à trouver hein, entre je le challenge, mais je vais pas dans le trop. Ça permet d'entamer euh, vraiment un chemin vers la régulation. Et c'est vraiment ce qu'on fait hein, dans ce travail-là. On invite notre système à faire quelque chose même différemment, parce que faire quelque chose différemment, ça implique une turbulence pour le système. On sort du familier. Où on va s'inviter à ressentir à tel endroit dans le corps. Et puis on sent une petite activation, on utilise nos ressources et les outils qu'on a appris dans le programme Arise, par exemple, pour laisser le système se stabiliser à nouveau. Ni trop, ni pas assez. Ça, c'est le mantra, ça serait le mantra du travail somatique. Et donc, c'est quoi la conséquence de ça? La conséquence de ça, c'est que le fait de travailler comme ça, de façon graduelle et du coup très safe, hein, très sûre, ça fait qu'on n'a pas besoin d'attendre le bon moment ou le moment où on se sentira complètement en sécurité à tous les endroits de notre vie pour démarrer. Moment qui, soit dit en passant, n'arrivera jamais. Donc, on n'attend pas d'aller mieux pour aller mieux. On commence le chemin et c'est ce chemin qui crée peu à peu le sentiment d'être plus en sécurité à l'intérieur de soi, avec les autres, avec le monde. Mythe numéro 2. Il n'y a pas besoin de théorie pour se réguler. Déjà, pourquoi ce mythe persiste? Je pense qu'il y a 3 choses. Il y a l'opposition corps-esprit, qui nous poursuit et qu'on se coltine hein, depuis Descartes. Il y a la critique de la thérapie cognitive. Et il y a la diabolisation de tout ce qui est intellectualisation. Donc, je reprends ces points. Dans le domaine du bien-être, on oppose souvent l'intellect et le corps. Il y a beaucoup de personnes qui affirment qu'il suffit de faire. Tu vas respirer, tu vas méditer, tu vas bouger et il n'y a pas besoin de comprendre. Soit dans le corps, soit juste dans ton corps. Donc on voit, voilà, t'as pas besoin de comprendre tes blessures, t'as juste besoin de réguler ton système nerveux, libère tes émotions, connecte au corps, etc. Et cette idée, elle est plaisante parce qu'elle rend la guérison accessible. J'ai pas besoin de notions scientifiques, j'ai pas besoin de concepts, j'ai pas besoin de connaître rien de la psychologie. Mon corps, il sait se réparer, entre guillemets. Hein. Si tu me regardes en vidéo, tu vois que je suis en train de faire des guillemets avec mes mains. Se réparer tout seul. Je mets réparer entre guillemets parce qu'il n'y a rien de brisé. Notre système nerveux autonome, il fonctionne très bien. Je l'ai déjà dit, mais voilà, il y a ce truc de... Je vais pouvoir mon corps, il va se réguler tout seul. Ok. Et puis, il y a la critique de la thérapie trop cognitive. Okay, on le sait, le trauma, il est logé dans le corps. C'est pas en passant uniquement par la tête que ça va suffire. Okay, mais du coup, on tombe un peu dans un extrême de inutile d'apprendre quoi que ce soit. Contente-toi de faire les pratiques, d'être connecté à ton corps et ça ira bien. Et puis, il y a la méfiance envers l'intellectualisation et qui est totalement justifiée. Hein. Il y a énormément de personnes qui ont traversé des traumatismes, qui ont beaucoup analysé leur passé sans aller mieux. Je fais partie de ces personnes-là. D'où la conclusion qu'apprendre la théorie ne sert à rien et que seule l'expérience compte. Albert Einstein, il a dit hein, « La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. » Et c'est on ne peut plus vrai dans le travail somatique. Et en même temps, on a aussi besoin de comprendre les concepts et la théorie pour rester dans la maîtrise de l'expérience et justement s'autoriser à ressentir dans le corps, s'autoriser à être pleinement dans l'expérience sans prendre peur parce qu'on sait ce qu'il est en train de se passer. Donc c'est vraiment... théorie et pratique, ça va de pair. Pour moi, l'une ne peut pas aller sans l'autre dans la guérison des traumatismes. Et j'insiste sur l'importance d'une véritable éducation sur le système nerveux. Je parle souvent de l'école du système nerveux à laquelle on n'a jamais été. donc je parle pas de connaissances simplifiées à l'extrême, ok, vraiment d'une éducation solide qui permet de comprendre les mécanismes qui sont en jeu à l'intérieur de nous.
Savoir par exemple ce qu'est la réponse au stress, ok? Le fight or flight, le freeze, le figement, ok? Ou encore comprendre la théorie polyvagale de Stephen Porges qui explique comment notre système nerveux autonome régule les états de danger et de sécurité. Tout ça, ça donne du sens à nos réactions. Avoir la théorie dans le travail sur les traumatismes, ça permet plusieurs choses. Ça permet, je l'ai dit, de rester dans la maîtrise de l'expérience et justement s'autoriser à ressentir dans le corps sans prendre peur parce qu'on sait ce qui se passe. Deuxième chose, ça enlève généralement une bonne couche de jugement et notre critique intérieure, elle s'apaise si voilà, il y a des réactions qui surviennent, il y a des symptômes qui apparaissent, c'est aussi pour expliquer nos réactions passées. Ah, je suis pas fou, je suis pas folle. Ok, ça donne du soulagement, c'est mon troisième point. On comprend son vécu. Je suis pas complètement brisée, je suis pas une cause perdue. Mon quatrième point, ça donne de l'espoir. Comprendre la neuroplasticité, le fait que le cerveau il peut se reconfigurer, se recabler tout au long de la vie. Ça montre que même si j'ai vécu des traumatismes, parfois profonds, même si j'ai traversé des choses difficiles, c'est biologiquement possible de s'en sortir, de changer en profondeur et d'aller mieux. Sans théorie, on risque de faire les choses aussi sans conscience. Et ça donne peu de résultats. Ou on risque de mal interpréter nos expériences. Par exemple, le fait de paniquer s'il y a un peu d'anxiété qui revient, ce qui est une expérience commune, normale sur ce chemin. Et puis, interrompre peut-être des libérations qui sont en train de se faire parce qu'on se recontracte, parce qu'on a peur. C'est pour ça que dans le programme Arise, il y a une grande richesse en termes de contenu théorique à faire à son rythme et qui déjà fait énormément avancer les personnes avant même, pour la plupart d'entre elles, qu'elles aient commencé les pratiques ou qu'elles soient venues au groupe. Et puis une dernière chose ou un avant-dernier point sur ce sujet-là, on ne peut pas demander à notre cortex préfrontal de se déconnecter d'une minute sur l'autre parce que ça y est, j'ai décidé d'aller travailler dans le corps. C'est lui qui opère la plupart du temps. Le cortex préfrontal, c'est cette partie la plus évoluée, la plus récente finalement de notre cerveau, qui est la partie logique, qui planifie, qui raisonne, etc. C'est peut-être la partie de nous qu'on nourrit le plus avec des quantités d'informations qui sont telles d'ailleurs qu'elles en deviennent indigestes, mais on ne peut pas la laisser de côté. C'est cette partie de nous, de notre corps, de notre cerveau qui bosse le plus, et puis d'un coup, oh bah j'ai décidé de faire ça, bim. Il n'y a pas de bouton on-off. Hein. Et Dan Siegel, il le dit très bien, lui, il parle de l'intégration, hein, de tout intégrer dans le travail sur soi. Travailler de façon verticale, en intégrant toutes les parties du cerveau, c'est la façon la plus efficace de renégocier ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire, je vais le dire comme ça, trouver l'apaisement, trouver la régulation. Et je termine avec une implication importante pour la guérison, c'est l'autonomie. Et ça, on en parle beaucoup dans le programme Arise. Pour moi, c'est une caractéristique fondamentale et différenciante par rapport à d'autres programmes ou par rapport à de la thérapie en one-one, hein, de la thérapie individuelle. C'est que moi, je veux que les personnes n'aient plus besoin de moi. Je sais que puisqu'elles ont des notions comme la capacité, comme la fenêtre de tolérance, comme la dérégulation, les ressources, la corrégulation et plein d'autres notions, il y en a plein d'autres, des concepts, elles peuvent identifier ce qui se passe dans leur expérience et choisir la réponse qui est la plus pertinente dans une situation donnée. Et c'est ça, sortir du trauma, c'est récupérer le choix. On peut l'appeler la liberté aussi. Par exemple, en sachant que aujourd'hui j'ai peu de capacités et que là je suis en train d'aller dans ma réponse de combat, comment est-ce que je veux répondre à ça, là maintenant? C'est ce niveau de liberté qu'on veut et qu'on peut retrouver. Et pour ça, il nous faut apprendre la théorie. Alors, rassure-toi, si tu envisages de participer au programme Arise, la théorie, elle est délivrée dans des masterclass, dans des vidéos qui sont courtes, dont tu as les versions écrites aussi, les versions audio, et tout ça avec beaucoup de pédagogie, beaucoup d'applications pratiques, c'est très digeste et c'est même fun. Mythe numéro 3, le trauma est uniquement un problème psychologique. Pourquoi ce mythe persiste ? Historiquement, on a longtemps considéré les blessures psychiques, psychologiques sous un angle purement mental. Ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, qui est une désignation officielle, il a été reconnu au début des années 80. Bessel van der Kolk, il en parle très bien dans son livre Le corps n'oublie rien, de tout le processus de reconnaissance du trouble de stress post-traumatique. Ça a commencé aux États-Unis avec les vétérans de la guerre. Okay, et ça a été un long process. Mais c'est une désignation qui est quand même dans le DSM. Le DSM-5, c'est la 5e et la plus récente édition
qui a été publié en 2013, du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques aux US. Ok, donc, troubles mentaux, troubles psychiatriques, je donne les noms pour expliquer d'où ça vient en fait ce mythe, parce que dans la conscience collective, le trauma, il appartient à la psychiatrie et ça, c'est le domaine de la tête. Ok, et on a besoin de débunker ce mythe. C'est pour ça que le tout premier épisode de ce podcast, pas de souci, il était déjà autour de l'idée que l'anxiété n'est pas dans ta tête. Parce que c'est contre-intuitif pour plein de personnes. Parce que l'anxiété, elle se manifeste par des inquiétudes, des ruminations, etc. Donc, bien sûr que c'est dans ma tête. Pourquoi tu me dis que c'est pas dans ma tête ? Et non, c'est pas dans ta tête. Et cette croyance, elle a la vie dure. Parce qu'elle conforte une séparation corps-esprit qui est ancrée dans la culture. On croit que le mental, il peut être malade indépendamment du physique. Je le disais un peu avant. Et dans la vie courante aussi, les gens, ils minimisent les effets concrets du trauma sur le corps, parce qu'ils savent pas. Qui n'a jamais entendu des choses comme « c'est dans ta tête, passe à autre chose, pète un coup, ça ira mieux », ou même « bois un coup, ça ira mieux ». Et ça, c'est dur. C'est dur quand on est en proie aux symptômes du trauma qui, oui, ont l'air d'être dans la tête. Les ruminations, les inquiétudes, les flashbacks, les cauchemars, l'anxiété, la dépression, etc. Et si c'est ce que tu traverses, tu sais que c'est pas que dans la tête. Des personnes comme Gabor Maté, qui avancent l'idée que le trauma affecte aussi le corps, sont hyper critiquées parce que ça obligerait à reconnaître des conséquences tangibles, les douleurs, les maladies, etc., que ces conséquences-là physiques, elles sont liées à nos blessures émotionnelles et psychiques. Et là, du coup, il faut refaire tous les curriculums de médecine. Donc on n'a pas trop envie. Mais aujourd'hui, on sait mieux que ça. On sait, et la recherche contemporaine, elle le montre sans équivoque, que le trauma n'est pas que dans la tête. C'est une réaction neurobiologique qui implique le cerveau, qui fait partie du système nerveux central, et tout le reste du corps, notre système nerveux autonome. Par exemple, quelque chose qui est trop pour nous, qui nous a submergé à un trauma, ça déclenche dans le cerveau et dans tout le système nerveux des changements qui sont mesurables. On voit l'amygdale qui part en activation, on voit cette dérégulation de l'axe de la réponse au stress. Voilà, il y a des choses très tangibles, physiologiques. Le docteur Bessel van de Kolk, il explique que le trauma laisse une empreinte sur le corps et sur le cerveau, avec des conséquences physiologiques durables. Et les personnes qui ont vécu des traumatismes, et peut-être que c'est toi, et tu le sais, elles peuvent souffrir de symptômes physiques qui sont bien réels, des tensions musculaires chroniques, voire des douleurs chroniques, des troubles digestifs, des migraines, des troubles du sommeil, un affaiblissement de l'immunité, des maladies auto-immunes, etc., etc. Et Gabor Maté, qui est médecin, qui a écrit plusieurs livres, lui, il va plus loin. Il a montré le lien entre les traumatismes non résolus et des maladies physiques graves. Par exemple, des maladies auto-immunes, la fibromyalgie, des troubles cardiaques, même le cancer, etc. Donc le trauma, il s'inscrit dans la biologie. Voilà pourquoi il y a toute une série sur le podcast qui s'appelle La biologie du trauma, si ça t'intéresse, à partir de l'épisode 56. Je vais pas entrer dans les détails de la biologie dans cet épisode parce qu'on est au 3e mythe ici et tu vois déjà que je ne m'arrête plus sur ces sujets. Mais on sait qu'un système nerveux autonome qui n'a pas pu compléter une réponse de survie, il reste en alerte. Et toute la biologie suit en fait, toute la biologie suit et reste en alerte aussi. Et donc l'axe de la réponse au stress, ce fameux axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien dont je parlais tout à l'heure, continue à libérer les hormones du stress. On sait que ça se voit au niveau génétique et cellulaire aussi. Il y a tous les travaux du docteur Rachel Yehuda qui a montré que les gènes des enfants et des petits-enfants des survivants de l'Holocauste sont altérés. Donc c'est pas comme si on savait pas. C'est juste que c'est pas encore entré ni dans la conscience collective, ni dans les curriculums universitaires. Mais la recherche, elle est là. On le sait tout ça aujourd'hui. Donc c'est quoi les implications pour toi, là qui m'écoutes, quand on dit que le trauma n'est pas que dans la tête ? Prendre conscience de cette réalité-là, ça change l'approche de la guérison. Et ça doit changer ta stratégie. D'abord, ça valide pour plein de personnes qu'on a laissées sans réponse ou qu'on n'a pas pris au sérieux que leurs symptômes physiques ne sont pas imaginaires. Non, c'est pas juste dans ta tête. Et puis ensuite, ça encourage à adopter une approche holistique au sens premier du terme. Okay ? C'est ce qu'on fait dans le programme Rise. On étudie les concepts et on travaille dans le corps, et les deux sont intégrés en complémentarité tout le temps. Et puis ce que je veux dire et ce qui est important, c'est que cette vérité, que c'est aussi dans le corps, je crois qu'elle rappelle de ne pas culpabiliser. Si, voilà, malgré peut-être
un travail par la parole, un travail sur les pensées, un travail sur ton mindset, peut-être que tu as été en thérapie, ou tu as fait énormément de développement personnel et tu souffres encore, c'est pas un manque de volonté. C'est que le corps, il a son propre langage. Et il convient d'apprendre à l'écouter, à apprendre ce langage, et à écouter son corps avec autant d'attention que notre psyché. Et ça, on le fait pas souvent. Je te renvoie à l'épisode 47 si tu te dis en m'écoutant de quoi elle parle, le langage du corps, là, il faut que j'apprenne le langage du corps, le langage du système nerveux même. J'ai fait un épisode dans le podcast, qui est l'épisode 47, sur le langage du système nerveux, si tu veux aller plus loin. Mythe 4, la thérapie par la parole suffit pour guérir le trauma. Donc, on l'a déjà un peu évoqué avec le 3e mythe, mais pourquoi ce mythe y persiste? La psychothérapie verbale classique, comme la psychanalyse, comme la TTC, okay, c'est les formes de thérapie les plus connues, les plus répandues. Moi-même, j'ai commencé par ça, j'ai fait 2 ans de psychanalyse qui ne m'ont pas apporté grand-chose, je vais le dire comme ça de façon diplomatique, parce que l'alerte, elle était tellement dans le corps pour moi. Donc c'était voilà, aidant au début pour m'aider à faire du lien et tout ça, mais après, j'ai vite tourné en rond. Ok. Et en même temps, c'est des formes de thérapie très répandues qui aident énormément de personnes, donc c'est naturel de penser que, ok, bah, je vais aller, je vais raconter, et puis ça va suffire pour résoudre ce qui est difficile pour moi aujourd'hui, dans mon expérience aujourd'hui. Et ça peut sembler vrai au début, ça l'était pour moi, et beaucoup de personnes le constatent un soulagement en mettant des mots sur leur vécu. C'est vrai, vider son sac, ça fait du bien. Et donc ça renforce l'idée que la parole, c'est le remède. Et dans la vie courante, je dirais pour les petits soucis, c'est sûr, ça aide souvent à aller mieux. D'où le fameux « faut en parler ». Ou d'où le fameux « je vais prendre un café avec une amie, puis je vais vider un peu mon sac, ça me fait du bien ». Et puis, il y a une chose aussi, je crois, c'est que le travail somatique, quand on dit travail somatique, soma, c'est le corps en latin, hein, c'est pas voilà, c'est très simple, c'est pas un mot farfelu. Mais le travail somatique, c'est un peu mystérieux. Avec ces pratiques dans le corps, là, on se demande ce qu'on fait concrètement. Donc, admettre que la parole ne suffit pas, ça implique qu'il faut aller dans des choses qui nous sont moins familières. Et ça amène peut-être un peu un scepticisme. Et d'où une résistance, je crois, puis le maintien du tout verbal, tout par la parole. Or, aujourd'hui, on le sait, et les plus grands experts du trauma, Bessel van der Kolk, Peter Levine, Gabor Maté, ils disent tous que la parole seule, souvent, la plupart du temps, elle est insuffisante, pour les raisons qu'on vient de citer aussi dans les 3 premiers mythes. Et ça t'est déjà peut-être arrivé, ça. Soit c'est toi, soit ça t'est arrivé d'entendre une autre personne raconter quelque chose d'horrible, de façon super détachée. Et ça s'appelle la dissociation. Donc si on reste au niveau de la parole et qu'on dit bon bah la parole ça suffit, on résout rien là. La recherche a montré que le trauma affecte des zones du cerveau, par exemple l'amygdale, entre autres, il y en a plein d'autres, qui sont pas accessibles par le langage. Bruce Perry, qui est spécialiste en neurodéveloppement et dans le développement de l'enfant, c'est vraiment la personne de référence sur ces thématiques. Il résume ça par le principe des 3 R. Regulate, relate, reason. Donc réguler, relationner et raisonner. Il explique qu'on peut accéder au cerveau pensant d'une personne qui a traversé un traumatisme, donc raisonner, qu'après avoir apaisé son cerveau réactif, donc la réaction. Donc qu'après s'être engagé dans la régulation physique et avoir établi une connexion sécurisante. Donc on a nos 3 R, réguler, relationner, et puis ensuite seulement on peut raisonner. Même chose pour les enfants, si tu es parent, tu le sais très bien. Si on essaie de raisonner une personne, on obtient une compréhension intellectuelle stérile au mieux. Avec les enfants, on n'obtient rien, souvent. Et parfois même, on ravive la détresse, en fait, à l'intérieur. Donc c'est pour ça que toutes les thérapies que je vais appeler modernes ou plus récentes autour du trauma, elles intègrent le corps. Et le programme Arise aussi, bien sûr. Okay, ça peut être des exercices somatiques, les mouvements des yeux dans le MDR, même l'expression artistique, mais on veut venir traiter le traumatisme là où il réside, c'est-à-dire dans le système nerveux autonome et pas que dans le récit conscient. Bien sûr, toujours dans la nuance, la parole, elle reste utile, ne serait-ce que pour la relation thérapeutique qui peut être si guérisseuse, qui ne guérit pas en elle-même et par elle-même, mais qui peut être si guérisseuse et participer
véritablement à la guérison. Donc, pour les personnes en thérapie, je crois que c'est pas s'acharner à tout résoudre par la parole, puis pas le vivre comme un échec personnel, juste de dire, ok, c'est la limite de la méthode, faut que j'aille voir à un autre endroit. Et dans Arise, voilà, il y a plein de personnes qui sont en thérapie, qui vont voir un psy quand elles démarrent le programme Arise, et je les encourage à continuer. C'est précieux, c'est vraiment super précieux d'avoir un espace juste pour soi où on est écouté. Déjà ça. Et c'est complémentaire, ces types de travail-là. Ça ne s'oppose pas. Et c'est tellement important en même temps, voilà, d'avoir, ce qui est souvent la pièce manquante du puzzle pour les personnes, le travail somatique. Et je crois qu'en ajoutant ça, on peut débloquer des situations qui sont restées figées et sortir du je suis en thérapie depuis des années, rien ne change, de toute façon, je suis une cause perdue. Non, tu expérimentes juste les limites de juste en parler. C'est totalement normal. Mythe 5, le temps guérit toutes les blessures. Le temps guérit, ça ira mieux avec le temps, c'est bien ancré ça dans nos cultures. Je crois que c'est des phrases qu'on entend beaucoup quand on est en train de traverser un deuil, par exemple. Et puis, c'est une croyance qui persiste. Et c'est pas qu'une croyance, il y a un peu de vérité là-dedans. Ça persiste parce qu'il y a une part de vérité là-dedans. Pour des blessures, disons, peut-être superficielles et qu'elles soient émotionnelles ou qu'elles soient même physiques, voilà, on voit une plaie, hein, oui, avec le temps, ça guérit, j'ai pas nécessairement besoin de faire quelque chose, ça va guérir, ok? Et du coup, on suppose un peu par extension qu'avec les traumatismes, et puis les traumatismes plus profonds aussi, c'est la même chose. Et puis je crois qu'il y a une part de nous que ça arrange aussi, parce qu'il y a un truc de oh bah le temps arrange tout, et puis comme ça je peux me permettre d'espérer passivement, sans effort, sans faire de tentative quelconque de travail sur moi, que je vais aller mieux. Non, non. Et avant d'aller dans le pourquoi le temps ne guérit pas toutes les blessures, je veux parler de la notion du temps. Parce que derrière ce mythe, souvent il y a aussi une injonction sociale. Bon bah puisque le temps guérit les blessures, au bout d'un certain temps, tu devrais être remis maintenant. Après, je sais pas, un accident, une opération, un deuil, etc. Et ça renforce l'idée de bon bah voilà, on a attendu assez longtemps, et puis maintenant tu devrais être remis. Souvent ça vient de l'entourage, voilà, et des personnes qui nous veulent du bien, hein, mais du coup le temps devient un élément de pression, ok? Et ça, c'est pas cool du tout. Parce que la vérité, c'est que ce qu'on a vécu et qui était trop pour nous et qu'on n'a pas pris le temps de ressentir et de libérer reste dans notre système nerveux autonome. Que ce soit un accident, que ce soit un deuil, que ce soit une perte quelconque. Il y a des personnes qui en parlent 15 ans après et c'est comme si ça s'était passé la semaine dernière quand elles le racontent parce que tout est encore dans le système. L'activation est présente, les émotions sont là, tout est là. Ou alors, la personne, elle s'est dissociée et a mis en place des stratégies d'adaptation tellement efficaces qu'elle ne ressent pas l'activation dans son système, mais l'activation, elle est bien là. Peut-être qu'à la place, puisqu'elle a ravalé tout ça, elle expérimente des symptômes physiques. Et puis, il y a des troubles digestifs, il y a une maladie auto-immune, etc., etc. Donc, le temps seul ne guérit pas. Voire, il aggrave les choses, parfois si rien n'est fait. Je l'expliquais en début d'épisode, un système traumatisé, il est plus fragile et donc il est plus vulnérable. Comment expliquer qu'une personne A et une personne B ont le même accident de voiture, léger, hein, leurs vies n'ont pas été mises en danger, mais ça a fait boum, il y a eu un choc. La personne A, elle rentre chez elle, continue sa vie comme si rien ne s'était passé. Personne B commence à avoir du mal à dormir, des angoisses, des douleurs un peu partout. Pourquoi ? Parce que la personne B, ce léger accident, pour elle, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dans son système qui avait déjà plein d'énergie de survie stockée à l'intérieur, l'accident, ça a été trop. Ça a submergé le système. L'activation, elle était trop grande et le vortex traumatique, il s'est enclenché. Alors que pour la personne A, qui a une histoire personnelle peut-être moins pesante, ou qui a déjà bien avancé dans le travail sur son système nerveux, le système, il avait la capacité d'absorber ce qui s'est passé, son système, il a pu rebondir. Et on le voit très bien ça dans le syndrome de stress post-traumatique. C'est dur à dire, hein, c'est les chaussettes de l'archiduchesse, hein, le syndrome de stress post-traumatique. Qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre que si l'énergie de survie, elle n'est pas déchargée, c'est ça que ça montre, hein, le syndrome de stress post-traumatique, le système, il continue à chercher une résolution. Je disais que ça avait été
officialiser ce syndrome de stress post-traumatique avec les vétérans de la guerre. Il y a combien d'histoires de personnes, de vétérans de la guerre qui se mettent au sol ou qui partent se cacher dans un buisson de façon complètement incontrôlable et incontrôlée parce que elles sentent la fumée d'un barbecue ou ils ont entendu un feu d'artifice et dans leur mémoire implicite, c'est associé au danger. Et puis, il y a les conséquences sur la santé. Il y a plein de recherches, notamment le LACE Study, Adverse Childhood Experience, qui est la plus grande étude jamais menée sur les traumas d'enfance et le lien avec les maladies plus tard dans la vie, qui a montré que les traumas d'enfance non résolus ont des effets jusqu'à des dizaines d'années plus tard sur la santé. Dr Gabor Maté, il explique très bien. À nouveau, je te renvoie à la série sur la biologie du trauma et particulièrement à l'épisode 57 du podcast. Donc tu l'as compris, le trauma, c'est un peu comme une écharpe dans le pied. Tant qu'on l'a pas retiré, attendre n'y changera rien et la plaie risque même de s'infecter. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, qui sommes là à faire le chemin vers la régulation ? Qu'on ne doit pas compter sur le temps, ou pas que sur le temps, en tout cas, et que tu dois commencer maintenant. Moi, je suis vraiment de l'opinion que tout le monde devrait commencer le plus rapidement possible ce travail-là. Malheureusement, la plupart des personnes, elles attendent de plus pouvoir fonctionner ou elles attendent d'avoir des niveaux d'anxiété qui sont devenus ingérables pour démarrer. Et si on commençait avant ? Et si tu commençais avant ? Qu'est-ce que ça changerait pour toi de savoir que quoi qu'il arrive dans ta vie, tu vas avoir la résilience de faire face ? Qu'est-ce que ça changerait pour ta vie de famille de connaître le fonctionnement du système nerveux et de pouvoir mieux naviguer ta propre activation et mieux accompagner tes enfants, par exemple ? Et aussi, on doit arrêter de légitimer la souffrance qui dure à coup de ça marche pour les autres et pas pour moi, je suis une cause perdue, c'est comme ça. Non, tu mérites de vivre autre chose. Chaque être humain mérite de vivre libéré de ses traumatismes. Et quelle merveilleuse époque on vit, vraiment, d'avoir accès à toutes ces connaissances et d'avoir accès à ce travail. Donc, notre mythe numéro 6, on a besoin de trembler pour relâcher ses traumas. Pourquoi ce mythe persiste ? Cette idée, elle vient de l'observation des animaux et de certaines techniques récentes, comme la TRE par exemple. Et comme d'habitude, il y a de la vérité là-dedans. Dans la nature, on voit souvent un animal, après avoir échappé à un danger, trembler de tout son corps pour évacuer la peur, évacuer le stress. Okay ? Ça a beaucoup, d'ailleurs, inspiré Peter Levine pour son travail et la modalité qu'il a créée, la somatic experiencing, qui est la modalité aujourd'hui pour travailler avec les traumatismes. Donc, Peter Levine, il a décrit comment les humains, nous, on possède aussi, en fait, cette réaction biologique de décharge. Un tremblement, des secousses involontaires, en fait, qui peuvent survenir quand le système nerveux autonome, il libère du stress. Donc, nous, on a ça aussi, d'accord ? Et il y a des techniques comme la TRE. TRE, c'est un acronyme pour Tension and Trauma, le T, Tension and Trauma Releasing Exercises. La TRE, elle a fait de ça un outil central. Okay ? J'avais enregistré un épisode de podcast avec Safia Arnoux sur le sujet, si ça t'intéresse, c'est l'épisode 23 sur la TRE. Qu'est-ce qu'on fait en TRE ? L'idée, c'est de provoquer volontairement des tremblements musculaires pour libérer les traumas. Okay ? Donc, et le succès de la TRE et puis des vidéos qui ont pu être faites autour de ça, ça a pu populariser cette idée qu'il faut absolument trembler pour guérir. Ici, il y a deux choses. Déjà, je pense que l'idée d'une guérison cathartique, spectaculaire, voilà, on imagine qu'une session de tremblement va tout résoudre, c'est séduisant, c'est sûr. Malheureusement, ça marche pas comme ça quand on travaille avec le système nerveux. On sait que on doit travailler par petites étapes. Deuxième chose, ça peut sembler intuitif, c'est cette décharge par les tremblements, parce que on a tous déjà expérimenté ça. On a le trac, on est super stressé ou après un choc, d'expérimenter des légers tremblements et puis ensuite, on se sent plus calme. Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est que on extrapole un peu ce phénomène en le rendant systématique, en disant du coup, pour libérer mes traumas, il faut que je tremble. Donc, je dis pas que ça sera pas bénéfique dans certains cas, je dis juste que selon moi, il faut laisser venir le tremblement de manière organique et pas le forcer. S'il vient, le tremblement, super. S'il vient pas, super aussi. Donc pour moi, le tremblement, il est ni suffisant, ni toujours nécessaire pour libérer un traumatisme. Okay ? Et ici, c'est la même chose, on veut être précautionneux et on veut toujours respecter sa capacité. Ça, c'est vraiment
tellement important. Si on force une grosse réaction de tremblement, ça peut être contre-productif et se retourner contre nous. Comme tout ce qu'on fait qui serait trop. Toutes les pratiques cathartiques, j'en ai parlé dans la partie 1 de cet épisode. Et puis chaque système est différent. Certaines personnes, elles vont naturellement passer par des tremblements ou des spasmes comme ça involontaires quand elles libèrent de l'énergie de survie, et c'est ok si ça vient spontanément, mais d'autres, non. La libération, elle peut prendre d'autres formes. Ça peut être un soupir profond, ça peut être des larmes, ça peut être des bâillements, ça peut être une sensation de chaleur, ça peut être des micro-mouvements qui se font. Et puis, il faut noter que ça va dépendre du type de traumatisme. Les travaux de Peter Levine, ils distinguent notamment le trauma de choc et le trauma développemental. Okay. Or, ce dernier, tout ce qui fait partie du trauma développemental, qui sont des choses souvent répétées et qu'on a vécues dans l'enfance, ça se libère pas généralement par des tremblements, mais c'est plutôt vraiment ce long processus de régulation où le corps va petit à petit retrouver de la sécurité et relâcher ses tensions. Donc pour résumer, les tremblements involontaires, c'est une possibilité naturelle de décharge, mais c'est ni une étape obligée, ni une recette magique universelle. Okay. Le plus important, c'est la transformation par petites étapes qu'on laisse intégrer au fur et à mesure. Pas les grandes choses waouh. Si tu m'écoutes et que tu as déjà fait du TRE ou que tu veux en faire, c'est parfait. C'est un outil parmi d'autres, et plus j'avance sur ce chemin, plus je me rends compte que c'est jamais une seule modalité qui nous permet de guérir complètement. Et c'est pour ça que dans le programme Arise, j'ai intégré le travail somatique avec des éléments de la somatic experiencing, la compréhension de la biologie avec la théorie polyvagale, le travail avec les parts issus de l'IFS. Pour moi, c'est vraiment des incontournables et c'est toutes ces modalités ensemble qui font la force du programme. Mythe numéro 7, on guérit en relation et on ne peut guérir qu'avec les autres. On a été blessé en relation et du coup on guérit en relation. Cette phrase, j'ai pu la dire moi aussi. Elle a été popularisée par certains thérapeutes aussi. Et comme d'habitude, il y a du vrai là-dedans. Parce que nous, les humains, on est des animaux sociaux. On est fait pour être en relation. Et en même temps, il y a de nombreux traumatismes, l'abandon, la violence, des abus, qui ont été infligés par d'autres personnes. Donc en relation. Et donc les relations, elles peuvent être une énorme source d'activation pour certaines personnes. Et je sais que c'est le cas parce que vous me le dites souvent, et qu'à chaque fois que je parle d'attachement, je crois que sur les réseaux sociaux, c'est les Reels qui marchent le mieux. Et c'est les épisodes qui ont très bien marché dans le podcast aussi, dès qu'on parle de relations, dès qu'on parle d'attachement. Et ce que je veux dire ici, c'est que les relations, c'est déjà trop pour ces personnes-là. Et pour d'autres personnes, c'est vrai aussi que retrouver un attachement sécure, la bienveillance d'un thérapeute, l'amour d'un partenaire, l'affection, ça peut avoir un énorme pouvoir de guérison. C'est absolument vrai. Mais dire qu'on ne guérit qu'en relation, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des personnes déjà qui sont tellement déconnectées d'elles-mêmes et de leur environnement qu'elles doivent retrouver ça d'abord, avant de pouvoir sentir ce qui se passe en elles quand elles entrent en connexion. Que ce soit avec d'autres personnes ou que ce soit même juste avec le monde qui les entoure. Donc c'est pour ça que dans le programme Arise, on commence avec ça. Avec juste reconnecter, parce que la relation, ça vient parler de connexion, reconnecter à ce qui nous entoure. La pièce où on est, les plantes de ma maison, la personne à la caisse du supermarché, etc., etc. C'est par là qu'il faut commencer. Comment je me sens quand je suis en connexion avec l'autre ? Et déjà, juste que je dis bonjour à quelqu'un, à quelque chose de neutre comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Qu'est-ce qui se passe dans mon expérience ? C'est par là qu'il faut commencer. Donc non, on n'a pas besoin d'être en relation ou besoin d'être en couple pour commencer ce travail. Ça dépend des personnes. Il y en a pour qui ce sera aidant, d'autres pas. Si tu es en couple, c'est parfait, reste en couple. Je veux pas être responsable de séparation parce qu'il y a des personnes qui démarrent le programme Arise. Ce que je dis, c'est qu'on n'en a pas nécessairement besoin. Okay, je débunk le mythe de on ne guérit qu'avec les autres. Il faut se rappeler, et Gabor Maté l'explique très bien, que le trauma cause une déconnexion d'avec soi-même. Donc la guérison, ça implique de rétablir cette connexion intérieure. Ce que personne d'autre peut faire à notre place. Bruce Perry il souligne aussi que sans un minimum de régulation interne à l'intérieur de nous, le bénéfice de la relation, il ne peut pas être pleinement intégré. En clair, si je suis complètement envahie par mon stress, on va prendre un exemple, même une personne qui est là en soutien, un ami, une amie qui
qui est soutenant, soutenante, bienveillant, bienveillante, cette personne, elle aura du mal à m'atteindre, elle aura du mal à arriver jusqu'à moi. Tant que j'ai pas appris à retrouver mon chemin vers un minimum de régulation pour recevoir le soutien. On a déjà tous, toutes fait l'expérience de ça. Ton ou ta partenaire ou un proche essaie de t'aider, et même s'ils s'y prennent bien, en mode de quoi t'as besoin, voilà, qui sont vraiment présents à l'écoute, etc., on les renvoie dans leur 22. Et après, on réalise que oui, c'était peut-être pas cool, mais on pouvait pas faire autrement dans le moment. Je raconte juste cette anecdote, voilà, qu'on a tous et toutes vécue pour illustrer l'importance des deux formes de régulation. La régulation interne, donc à l'intérieur de moi, et la co-régulation qui, elle, se passe en relation. Et dans le programme Rise, on apprend à faire ça. On apprend à reposer des fondations solides pour ces deux formes de régulation, en commençant, comme je l'ai dit, par reconnecter avec notre façon de connecter à nous, au monde et aux autres. On travaille toujours avec ces trois éléments-là. Mythe 8, il faut se rappeler de tout pour guérir. Autrement dit, si j'ai pas de souvenir, c'est mort pour moi. Non. Pourquoi ce mythe persiste ? Il y a beaucoup de personnes qui ont traversé des traumatismes et qui souffrent de ce qu'on peut appeler l'amnésie traumatique, de trous de mémoire, d'amnésie totale ou partielle autour d'événements. Et donc, il y a quelque chose de... J'ai besoin de retrouver ces souvenirs manquants. Puis il y a cette idée de faire un peu ressurgir le trauma caché, comme un passage obligé de ce chemin vers la guérison, vers la régulation. On imagine peut-être des séances d'hypnose, il y a des choses enfouies, puis il faut faire remonter à la surface. Okay, et c'est intuitif, on veut comprendre pour guérir. Comment est-ce que je peux comprendre si je me souviens pas ? Or, la réalité, elle n'est pas celle-là. Même si elle est contre-intuitive, on sait qu'il est pas nécessaire de se souvenir de tout, ni même de se souvenir juste pour pouvoir se mettre en chemin vers la régulation. On va travailler avec notre expérience aujourd'hui. Et notre cerveau, il a la faculté, il a cette capacité de réprimer, de nous dissocier de souvenirs qui seraient trop douloureux. Et c'est une superbe stratégie d'adaptation. On ne pourrait pas fonctionner aujourd'hui si on était en proie à des choses constamment à l'intérieur de nous, à des choses qui sont trop pour nous. Donc, forcer le fait de faire ressurgir des souvenirs, ça peut être contre-productif et c'est inutile, en fait, la plupart du temps. Et c'est pour ça que dans le travail somatique, on travaille aussi du bas vers le haut, et pas uniquement du haut vers le bas. En anglais, il y a ce bottom-up, du bas vers le haut, et puis top-down, du haut vers le bas. Il y a vraiment ces deux approches. On fait les deux, ok ? Et c'est important aussi de partir du corps. Soma, c'est le corps en latin. C'est ça que ça veut dire le travail somatique. Qu'est-ce que je fais ? J'entraîne ma capacité à ressentir. Et plus je suis en mesure d'accueillir les choses, plus mon système nerveux va retrouver du flow, plus les choses se remettent en mouvement, je sors du figement et les souvenirs qui ont besoin d'émerger émergeront. Dans notre programme Rise, j'utilise la métaphore des ballons dans une piscine pour expliquer ça. C'est une métaphore qui est super parlante. En attendant, ce que tu dois retenir ici, c'est que cette façon de travailler, elle permet de toujours respecter sa capacité. Et c'est ça qui est superbe, c'est-à-dire que c'est organique, on ne force pas le processus. Plus j'ai de capacité, plus les choses elles vont émerger. C'est vraiment mon système nerveux autonome, il sort les dossiers, les uns après les autres, quand je suis capable de les traiter. J'en avais déjà parlé dans le podcast en lien avec mon histoire personnelle. J'ai plein de souvenirs qui sont revenus avec ce travail. Ma mémoire, elle avait effacé tous les souvenirs associés à la peur de mon enfance. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais anxieuse, pourquoi j'étais en hypervigilance. Tout le temps pressée, tout le temps go, tendue comme ça. Et ces souvenirs, ils sont revenus petit à petit au fil du travail dans le corps et du travail avec les parts de moi aussi, qu'on fait aussi dans le programme Rise. Pour caricaturer une comparaison qui est marquante et qui est très parlante, on n'a pas besoin de se souvenir de la couleur de la voiture de l'accident pour que le corps il arrête de paniquer en voiture. Peu importe. Ok ? Et on rappelle vraiment que les parts protectrices de nous, notre cerveau, s'il a choisi d'oublier, c'était pour survivre. Donc le but, c'est pas d'aller coûte que coûte contre ce mécanisme de protection, mais c'est vraiment de travailler avec qu'est-ce qu'il y a dans mon expérience ici et maintenant, et de faire confiance à mon expérience. Pour moi, ça a été vraiment de me faire confiance et de dire j'ai de l'anxiété là maintenant, et d'arrêter aussi de sans cesse me critiquer
voilà, d'amener encore des couches de honte là-dessus en disant t'as que des souvenirs heureux et puis t'as cette anxiété, etc. T'es vraiment nul, c'est incompréhensible, etc. Non, je fais confiance à mon expérience, je fais confiance à mon corps d'une certaine façon, là il y a de l'anxiété. Bon, ok, je vais travailler avec ce qu'il a maintenant et puis on va voir. Et effectivement, il y a plein de souvenirs qui sont remontés et qui sont toujours remontés. Ça, je veux vraiment le dire parce que peut-être qu'il y a certaines personnes, voilà, vous m'écoutez ici, puis peut-être que vous hésitez à vous engager dans le Rise et peut-être une des peurs, c'est que ce soit trop, qui est comme tout qui remonte en même temps. C'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Ça a vraiment été pour moi ce processus incrémental, hein, graduel. Ah, tiens, quelque chose qui revient. Ah, puis un autre jour où je fais une autre pratique. Ah oui, il y avait ça aussi. Voilà, et ça pouvait être une sensation, ça pouvait être une image, ou même le souvenir d'une odeur, enfin voilà. Donc, et cette qualité, elle est libératrice. Débunker ce mythe, c'est super important. Parce que ça veut dire que si t'es une personne qui a pas de souvenirs ou peu de souvenirs, tu peux entamer ton chemin vers la régulation et tu peux guérir pleinement. Okay, il n'y a pas besoin d'attendre un miracle de mémoire pour commencer ce travail. On travaille avec ce qui est accessible aujourd'hui et on a confiance que notre système nous présentera ce qu'on peut gérer petit bout par petit bout. Et je te demande de me croire ici, quand on fait ce travail correctement, c'est ce qui se passe. Mythe numéro 9 et dernier mythe pour cet épisode qui était en 2 parties. Tout ce dont tu as besoin, c'est de développer l'amour de toi. Alors, pourquoi ce mythe y persiste ? L'idée que l'amour de soi guérit tout, elle est super répandue dans le développement personnel. Et on la retrouve sous toutes ses formes. Hein. Aime-toi toi-même, c'est la clé de la guérison. All you need is love, etc., etc. Love and light. Or, il y a plein de personnes que j'appelle les personnes love and light dans le développement personnel et qui sont des personnes encore complètement traumatisées, qui tirent les cartes, qui font 1000 cercles de femmes, des cérémonies du cacao, qui te disent tout est juste dans l'univers, mais qui savent pas poser leurs limites. Et tous ces trucs love and light, c'est des stratégies d'adaptation. Ça, ce sont les personnes que tu vois peut-être sur les réseaux, en story, etc., avoir des routines du matin longues comme le bras. Et c'est des personnes, si elles n'ont pas leur matcha, leur journaling, le yoga, qu'elles purifient pas la pièce avec du palo santo, qu'elles n'ont pas leur petit jus à l'extracteur, qu'elles n'ont pas leur bouillon d'os, leur avocat au petit déjeuner, etc., elles peuvent pas fonctionner. Mais c'est pas ça la régulation. Si je ne peux pas fonctionner sans 1237 rituels chaque matin, j'ai pas de résilience. Encore une fois, je ne dis pas que tout ça n'est pas bon. C'est super. Moi-même, j'adore faire mon matcha, je me tire une carte parfois et j'adore faire ça. Mais je le fais parce que ça me fait plaisir. Je sais que c'est bon pour moi. Et si je le fais pas, je vais être OK aussi. Donc c'était une petite parenthèse parce que c'est souvent les personnes qu'on entend dire « Ah, love is all you need, voilà, tout ce dont tu as besoin, c'est de l'amour et apprends à t'aimer, etc. » Et il y a une part de vrai là-dedans, dans le sens où les personnes qui ont traversé le trauma, souvent, elles portent énormément de honte, voire elles souffrent de haine d'elles-mêmes. Elles se dévalorisent, elles ont une estime d'elles qui est pas une bonne estime d'elles, une faible estime de soi. Donc oui, c'est super important. Et Nicole Lepera, de Holistic Psychologist sur Instagram, elle en parle très bien quand elle parle de commencer par respecter des petites promesses envers soi-même, surtout au début de ce chemin-là. Et une petite promesse, ça peut être écrire une ligne dans mon journal chaque matin, ou boire un verre d'eau chaque matin. Et puis je vais faire ça, puis petit à petit, je vais développer ce sentiment de fierté, de je l'ai fait. Okay, c'est top. Et en même temps, on ne peut pas s'arrêter là. C'est pas assez. Ça, c'est juste le début du chemin. C'est pas cette ligne dans ton journal qui va permettre à ton corps de faire à nouveau l'expérience de la sécurité. Donc non. Love and light, juste l'amour de soi, le matcha, le yoga, les oracles, ça suffit pas pour réguler son système nerveux en profondeur. Désolée. Et beaucoup de personnes utilisent ça comme pansement. Or, si tu mets un pansement sur une plaie infectée, en surface c'est joli, mais en dessous le problème demeure. Et Gabor Maté, il en parle aussi de ça. Il note qu'il y a beaucoup de personnes qui ont traversé des traumas qui savent intellectuellement « Ah, je devrais m'aimer », mais elles n'y arrivent pas. Aussi tant qu'elles n'ont pas libéré la douleur, qu'elles ont refoulé toute la honte qui a été absorbée. Autrement dit, l'amour de soi authentique, je vais l'appeler comme ça, c'est souvent le résultat de la guérison.
Beaucoup plus que le point de départ. Ah, c'est ce dont tu vas avoir besoin pour guérir. Non, c'est le résultat. Dans le développement personnel, on confond la ligne d'arrivée et la ligne de départ. C'est parce que tu fais le travail de régulation et le travail sur la honte toxique qu'on fait dans le programme Rise que tu vas arriver à l'amour de toi. Et je vais l'appeler l'amour de toi authentique, pour le différencier du love and light. Et souvent, il y a un long chemin pour en arriver là. Tellement d'émotions, tellement de sensations, peut-être des images, des souvenirs, plein de fondations à reposer aussi. C'est quelque chose qui se construit progressivement. Et c'est tellement beau quand on commence à nouveau à ressentir ça. Je pense ici, j'ai en tête tellement de personnes dans le programme Rise, des participants, des participantes qui disent « Ah, je me critique moins. Ah, je peux me regarder dans le miroir. Je pouvais plus me regarder dans le miroir pour certaines personnes. Waouh, waouh. » C'est la ligne d'arrivée, ça. Je ne sais pas s'il y a vraiment une ligne d'arrivée dans la guérison, mais c'est le résultat de ce travail de régulation. Et notamment du travail sur les empreintes de honte toxique, qui est un gros morceau au programme Rise. Nous voilà arrivés à la fin des 9 mythes. Je sais pas si toi aussi t'as cru qu'on n'y arriverait jamais. C'était long, 9 mythes, mais c'était très important. Je crois que c'était super important. C'est super important de déconstruire ces mythes pour clarifier aussi ce qu'on peut vivre sur le chemin vers la régulation, sur ce chemin de guérison des traumatismes.